Bonjour, Bonjour. voici mes problématiques. Nous allons vous demander de présenter la problématique. Quel futur géopolitique pour l'Arctique? D'accord. Vous pouvez commencer. Donc en août 2020, il faisait 38 degrés au-delà du cercle polaire. Et d'ici 2050, comme l'estiment justement les climatologues, le pôle Nord tel que nous le connaissons aujourd'hui risque de disparaître. Donc je parle notamment de la disparition des terres glacées, mais aussi l'apparition des hydrocarbures, notamment les gaz, les terres rares, etc. Donc les puissances justement qui sont dans les environs de l'Arctique ont réellement compris l'enjeu et que c'était devenu l'enjeu du siècle. Donc commence une réelle guerre froide entre trois puissances. Je parle notamment de la Russie, des États-Unis et de la Chine. Donc la question que nous allons nous poser est quel futur géopolitique pour l'Arctique? Donc avant tout, on va un peu rentrer dans le sujet. Donc ce qu'il faut savoir justement, c'est que la banquise, elle ne cesse de rétrécir d'année en année. Donc selon les scientifiques, c'est une réelle catastrophe et ce pour plusieurs raisons concrètes. Donc la fonte des glaces, elle a un enjeu et un impact sur l'environnement et de lourdes conséquences. Donc par exemple, on peut très bien prendre un exemple concret, donc la fonte du pergérisol, qui est un sol glacé toute l'année. Donc le réchauffement climatique fait qu'il fond et qu'il peut libérer par la suite plusieurs virus qui pourraient causer justement une nouvelle pandémie mondiale par exemple. Les pays, quant à eux, ils voient une réelle aubaine justement dans cette situation, et ce pour trois raisons concrètes. Je parle notamment de la recherche d'hydrocarbures, de l'implantation de bases militaires, mais aussi de la construction de nouvelles routes maritimes. Donc maintenant, nous allons un peu nous mettre dans le trajet historique, et donc les deux canaux qui longent justement l'Arctique. Donc je parle notamment justement du canal de Suez, donc qui fait un peu moins de 20 000 km et qui se situe en Égypte, mais aussi le canal de Panama qui est 25% plus long. Donc justement, c'est un réel enjeu et ce pour plusieurs raisons. Donc le canal, justement, le passage du nord-est, il est accessible que 3 mois par an et celui du nord-ouest, il est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus inaccessible. Et il y a aussi d'autres enjeux, donc le manque d'infrastructures, justement, la Sibérie, il y a vraiment peu d'infrastructures sur des milliers de kilomètres et le peu d'infrastructures peut faire que s'il y a un éventuel problème technique, il sera assez compliqué de le régler sur le moment même. De plus, le coût s'élève à beaucoup parce qu'il faut avoir recours à des brise-glaces et faire très attention. C'est une zone qui est très vulnérable face aux marées noires. Donc justement, la Russie, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, elle a été vraiment très motivée d'investir dans des aménagements. Donc ils aménagent justement un pont qui longe tout le canal de Suez, mais aussi plusieurs voies ferroviaires qui passent sur le pays. Maintenant, donc, nous allons parler des revendications territoriales, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que justement cette situation, elle n'a pas laissé les pays sans réaction. Donc ils réagissent justement de manière concrète en revendiquant l'extension de leur plateau continental au-delà de leur ZEE. Donc quand je dis ZEE, je parle de la zone économique exclusive qui s'étend à 200 miles marins. Dans cette zone, on peut justement exploiter les ressources et il faut faire une demande au tribunal des droits de la mer et attendre une réponse favorable. Chose que n'a pas fait les États-Unis, mais aussi la Russie, qui ont étendu leur ZEE. Donc maintenant, le troisième point qu'on va aborder, c'est justement la réaction des pays face à cette situation. Donc dans un premier temps, nous allons parler de la Russie. Et quand on parle de la Russie, on parle de la suprématie de la Russie, et ce pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, la Russie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle détient 58% des ressources d'hydrocarbures dans son territoire, alors que les États-Unis, ils ont 18%, le Canada, la Norvège, 12%, et le Danemark, les 12% restants. Donc en 2007, la Russie fait un acte vraiment très symbolique. Ils viennent planter leur drapeau justement au fin fond des océans de l'Arctique, donc à la verticale du pôle Nord. Donc c'est un acte vraiment très symbolique qui vient justement montrer une certaine conquête du territoire. Et officiellement, justement, c'était une recherche scientifique, alors qu'officieusement, on comprend que c'est un acte de politisation. D'ailleurs, la dorsale de Lomonosov, elle se situe justement à la verticale de l'endroit où ils ont planté leur drapeau. Donc on comprend encore une fois que c'était très, très stratégique. De plus, on rappelle que la Russie, justement, elle a plusieurs bases militaires en Arctique, plus que tous les pays réunis, et plusieurs infrastructures. Donc on comprend réellement que la Russie, le but même, c'est justement une conquête du territoire et aussi d'exploiter les richesses, et ce, depuis 150 ans. Maintenant, nous allons parler donc de l'Amérique, et quand on parle de l'Amérique, on dit justement le retard militaire de l'Amérique, parce qu'ils sont très en retard justement dans cette situation. De plus, l'Amérique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, elle exploitait les ressources de l'Alaska, mais maintenant, c'est plus possible vu que les ressources sont épuisées. Et finalement, nous allons parler de la Chine. Donc la Chine, quand on parle d'eux, on parle des intrus chinois, et ce pour une raison concrète.
Donc les Chinois justement sont externes à cette situation et pourtant ils s'intéressent de vraiment très près à la situation de l'Arctique. Donc dans un premier temps, ils siègent justement au sein du Conseil justement de l'Arctique en tant que pays observateur. Et en 2018, ils viennent investir dans le deuxième brise-glace, mais aussi affirment qu'ils vont construire une nouvelle route de la soie polaire et finalement investissent dans de nombreuses infrastructures aux côtés des Russes. Donc si on veut conclure à peu près ce qu'on a dit, les rivalités, elles ne feront que s'intensifier du moment même que justement la glace va fondre. Et les pays externes, comme par exemple la Chine, ne feront que compliquer la situation et sera assez compliqué justement de régler les éventuels problèmes et rivalités géopolitiques qui se passeront par la suite. Et finalement, il faudrait justement éviter d'endommager l'une des zones les plus irrémédiables et les plus vulnérables de la planète, c'est-à-dire l'Arctique. Vous asseoir si vous voulez. Pensez-vous que les puissances pourraient s'allier pour améliorer la situation géopolitique en Arctique? C'est une question très intéressante, je n'y avais pas pensé auparavant, mais j'imagine que justement l'alliance entre les puissances justement qui sont présentes en Arctique pourrait favoriser le déplacement justement des marchandises, mais aussi la construction de nouvelles voies ferroviaires et une sorte d'alliance qui serait concrète. Cependant, justement, la position de l'Arctique, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale, ça sera assez compliqué qu'il y ait une certaine alliance, et vu les rivalités qui pèsent justement en Arctique, ça serait compliqué qu'on puisse envisager ça dans un futur proche. Par rapport à l'actualité mondiale, en quoi expliquez-vous que le blocage du conteneur dans le canal de Suez a eu un impact sur l'économie mondiale? D'accord, donc c'est une question intéressante. Donc le porte-conteneur justement qui s'est bloqué il y a quelques mois maintenant, il a été non sans mal remis à flot, mais ça a eu vraiment de lourdes conséquences sur l'économie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que justement dans le canal de Suez, il y a 10 millions de dollars qui passent par jour, et le fait qu'il y ait un porte-conteneur qui est bloqué, ça stoppe justement l'exportation de marchandises dans l'Eurasie. Donc c'était assez compliqué, ça a eu des conséquences justement, et ce sera des conséquences qui sont, je ne dirais pas irrémédiables, mais qui seront vraiment plus longues que le temps que ce porte-conteneur a été bloqué. De plus, le pétrole en lui-même, le prix du pétrole a eu un impact aussi, donc l'Égypte notamment, vu que ce porte-conteneur contenait justement du pétrole et c'était assez compliqué pour qu'il soit débloqué sur les minutes à venir. Comme je l'avais précisé dans mon développement, le peu d'infrastructures justement sur le long canal, ça fait qu'on ne peut pas réagir de manière immédiate. Okay. How is the melting of the permafrost tied to the release of viruses? So we know that at minus 20 degrees, the virus just can perfectly hold on the permafrost and stay. And at 4 degrees, like the virus is going to disappear in few days. But between minus 20 degrees and 0 degrees, we don't really know how the virus is going to react. So this corresponds to the temperature of the highest part of the permafrost. So if there is like a melting of the ice, it's the virus is just going to release and create a new pandemic as we know it today. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur la dorsale de Lomonosov? D'accord, donc la dorsale de Lomonosov, comme j'en ai parlé préalablement, c'est une dorsale océanique justement qui se situe au sein des conflits, justement des revendications territoriales. Donc cette dorsale justement elle fait 1800 km. Et ce qu'il faut savoir justement, c'est cette dorsale, la découverte de la dorsale qui a permis justement au pays de proposer une sorte de revendication de leur ZEE. Donc les 6 pays qui sont situés en Arctique, ils souhaitent étendre leur ZEE de 200 miles à 350 miles marins. D'ailleurs, la tactique de la Russie, c'était justement d'étendre sa ZEE sur la dorsale de Lomonosov, donc notamment avec l'acte assez stratégique qu'on a vu préalablement. C'était le but même justement de cette stratégie. Okay. Quelle était la réaction des pays de l'Arctique face à l'implantation du drapeau russe? Alors, les pays de l'Arctique et surtout le Canada justement ont eu une réaction assez
assez immédiate. Donc le Canada a estimé que le drapeau était planté sur les eaux canadiennes. Et d'ailleurs, Washington décrit de manière plus ouverte que c'était un acte de provocation. Cependant, Poutine réplique avec beaucoup de fierté. Grâce à notre plongée, l'Ouest risque de bouger. Donc justement, on voit que c'est un acte de politisation, mais surtout justement une sorte de provocation face au pays. How much hydrocarbon is available in the Arctic? In 2008, we discovered a real Eldorado of hydrocarbons, oil, gas, etc. in the Arctic. So we can say that there is more than 30% of hydrocarbons in the Arctic and 13% of oil in the place. Et que pourrait faire la communauté internationale pour éviter de causer plus de dommages à la Russie? C'est une question intéressante. Donc, je pense qu'avec mes nombreuses recherches, je pourrais répondre en disant que déjà l'exploitation des ressources en Arctique a un réel impact sur justement sa dégradation et sur l'environnement. Donc, je parle justement des hydrocarbures, mais aussi ça a un impact sur les espèces justement qui sont dans cette zone-là. Mais aussi les oléoducs et les gazoducs des Russes ont un impact justement sur le nucléaire, donc il faudrait justement réduire cette sorte de consommation, etc. et cette course à l'hydrocarbure pour éviter justement d'endommager irrémédiablement cette zone très vulnérable. Donc maintenant nous allons passer aux questions d'orientation. Donc pouvez-vous nous dire quelles sont vos deux spécialités et surtout pourquoi vous avez choisi celles-ci? D'accord, donc mes deux spécialités sont histoire géopolitique et sciences politiques et LLCER, anglais, monde contemporain. Donc c'est un choix qui s'est fait tout simplement très naturellement parce que c'était des matières qui me plaisaient et c'était quelque chose que je voulais plus développer justement dans mon cursus scolaire. Donc l'LLCER va me permettre justement le développement et l'enrichissement de mes connaissances sur la culture anglophone et de plus me permettre de mieux gérer et mieux apprendre la langue et certains mots spécifiques que je pourrais utiliser dans mon parcours à venir. La géopolitique, quant à elle, elle m'a permis justement de faire quelque chose que j'aime, de continuer ce que j'aime, c'est-à-dire ces situations de débat géopolitique et de conflits justement qu'on voit dans le monde. M'informer plus dessus, c'était une occasion que je ne pouvais pas rater justement. Et c'est quelque chose que j'aime faire, donc le choix s'est fait totalement naturellement. Vous pouvez nous parler un peu de votre orientation et de votre projet à venir? D'accord, donc plus tard j'aimerais beaucoup faire de la science politique, c'est ce qui m'intéresse énormément. Et j'ai découvert justement cette prédilection pour les situations de débat et les complexités de ces situations petit à petit. Et j'aimerais beaucoup faire de la science politique pour notamment justement pouvoir apporter une certaine aide et un certain point de vue à ces questions de débat géopolitique et permettre justement de changer les situations. De plus, j'imagine que c'est une certaine continuité justement de ce que j'aime faire et je suis fixée certes sur mon avenir, mais je suis aussi fixée sur ces situations de conflit dans le monde et c'est très ambitieux certes, mais ça reste une ambition. En quoi le choix de votre problématique a un lien avec votre projet futur? Donc la problématique justement future géopolitique pour l'Arctique était un des sujets parmi d'autres justement qui m'intéressait fortement. Donc je considère justement que si on a l'opportunité de présenter quelque chose qu'on aime, on le fait tout simplement. C'était une opportunité qui m'est venue et donc j'ai présenté un sujet qui me plaisait et je souhaite justement débattre, en apprendre, mais aussi justement partager mes connaissances. Et avec mon projet futur, j'imagine que justement je serai amenée à justement analyser des situations de conflit telles que celui-ci. Et ce sera intéressant justement de commencer par lui et de plus développer mes connaissances dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup.